Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler dans le cadre de la troisième session relative au module de la didactique des mathématiques. Je vais vous parler d'une situation problème que j'ai nommée la situation problème étonnante. Alors, il s'agit d'un papier que j'ai publié à la revue suisse Mathématiques pour l'école en 2017. Donc, dans cette science, je vais vous parler dans deux séries, de grandes séries de remarques. Dans un premier moment, je vais vous parler de cadre des tenants pédagogiques ou bien du cadre théorique qui va me permettre d'installer ou bien de défendre mes considérations sur ce dispositif appelé situation problème étonnante. Et puis, dans un deuxième moment, je vais énoncer et débattre les arguments d'ordre didactique de tel dispositif. Alors, situation, problème, en général, un didacticien fait faire naître ou bien expliquer ce qui apparaît implicite dans la science et dans la mise en œuvre d'une situation ou bien la conception d'une situation problème. On devrait tout d'abord fixer le ressort didactique de ce dispositif. Est-ce que l'objectif, par exemple, est la construction de sens d'un concept mathématique? Est-ce que c'est pour une qualité d'apprentissage? Est-ce que c'est pour introduire un nouveau concept? Alors, pour moi, pour ce dispositif appelé situation problème étonnante, l'objectif, c'est de remédier à une erreur. Donc, remédier à une erreur. Donc, quelle est cette erreur? Et il faut donc chercher le cadre théorique. Apparemment, c'est la pédagogie de l'erreur. Et pour cette typologie de la pédagogie de l'erreur, on peut bien parler des erreurs ou bien d'erreurs provenant des habitudes scolaires. Les erreurs provenant des habitudes scolaires. Je vais vous expliquer ceci un peu plus tard, mais vous pouvez toutefois consulter cette typologie dans un article d'Astolfi, par exemple. Alors, et je vais commencer par dire que les mathématiques ont besoin, bien évidemment, d'un langage pour se transmettre et par conséquent, on ne peut pas certainement échapper dans l'opération de l'enseignement-apprentissage des échanges entre deux types de langage, à savoir le langage naturel qu'on utilise dans la vie courante et qui accompagne d'abord l'élève et les pratiques langagières des enseignants. Donc, mon erreur s'installe dans ce cas, ce sont des habitudes scolaires et qui proviennent plus particulièrement des pratiques langagières des enseignants et que les apprenants les prennent directement comme des qualificatifs sans vraiment se poser la question qu'est-ce qui se passe derrière du point de vue mathématique. Alors, il paraît indispensable que l'enseignant d'une matière scientifique, ici les mathématiques, prenne en compte dans son projet de didactique la clarté et la précision de ses explications. Car sous l'influence du contrat didactique, un troisième type de communication dans la classe passe en habitude scolaire, donnant lieu à des aspects extérieurs aux mathématiques. Et je vais vous donner des exemples en algèbre, par exemple l'utilisation des déterminants, des tournures organisant la logique ou bien des prépositions. Par suite, je pense que l'enseignant devrait en effet essayer de pousser ses élèves à prendre conscience de l'intérêt des moments d'émergence de notions de logique mathématique et d'essayer d'éviter quelques expressions courantes formulées, par exemple, regardez, bien citer quelques pratiques, quelques-unes de ces pratiques langagières, par exemple, si on ne trouve pas un carré parfait dans le calcul d'un discriminant, sachez qu'il y a une erreur. Quand on veut multiplier par 10, ajouter un 0. Ou bien, un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est après, pensez toujours à calculer le discriminant quand vous avez à faire une équation du second degré, car ça tombe toujours. Et ça va entre 2 à 3 points. Donc,
ce sont des expressions familières prononcées par un enseignant de mathématiques, au lieu, par exemple, de dire attention que, ou bien de donner une justification. Je ne suis pas obligé à utiliser le discriminant une fois que j'ai un trinom de second degré qui est égal à 0, ou bien une équation de second degré égale à 0, tout simplement parce que le delta qui est égal à b carré moins 4ac, si j'ai la possibilité d'avoir un A ou C nul, ça va me faciliter le calcul et donc voilà, travailler directement. Ils n'ont pas donné ça comme une propriété à prendre, disons, aux yeux fermés pour l'appliquer. Donc, pour ces pratiques langagières, je vais me spécifier sur une pratique langagière, à savoir, après simplification faite, on trouve. Et vous savez, cette fameuse phrase, après simplification faite, on trouve, et on utilise en bas quelques expressions, donc c'est une habitude scolaire. Donc, c'est en gros ceci l'objectif, en gros, didactique de la situation que je vais vous proposer, c'est-à-dire je vais faire remédier à cette erreur issue des habitudes scolaires en mathématiques. Alors, ces habitudes, ces expressions et métaphores et idées familières et bien d'autres conceptualités illusoires créent chez l'élève des obstacles à la connaissance du sens. Bien sûr, le sens des objets mathématiques qui durent le long de leur cycle scolaire. Parce que, comme le disait Bloch, c'est une professeur en didactique des mathématiques, que les objets développés ultérieurement se sont appuyés au départ sur ces premiers concepts, puis de construction en construction, ont acquis un caractère de plus en plus abstrait, mais ils ne sont pas passés totalement détachés de leur première origine. Donc, le message, c'est que au départ, effectivement, le long des premières séquences d'apprentissage, empreintes par la verbalisation, que l'enseignant adulte devrait faire un second regard à propos de ses certitudes mathématiques avant de risquer d'amener l'élève adolescent à prendre de positions maladroites sur la nature des objets mathématiques mis en jeu. Voilà. Donc, voilà donc cette première ligne de remarque, c'est que j'ai fixé d'abord l'erreur ciblée par cette situation problème que je vais appeler situation problème étonnante. Alors, maintenant, je vais passer à un autre point qui concerne les représentations mentales. Alors, je pense que j'ai déjà parlé de qu'est-ce que c'est qu'une représentation mentale. Et donc, je vais peut-être le refaire. Et donc, l'objectif, c'est de répondre à la question suivante. Est-ce que c'est possible de modifier une représentation mentale? Alors, je vais d'abord essayer de faire une petite définition des représentations mentales. Donc, j'ai appelé ça représentation lors d'une vidéo. Maintenant, je vais ajouter le mot mental. Donc, je voudrais définir dans mon cadre didactique, ce que j'entends par la représentation mentale. Donc, il serait plus judicieux de mentionner la définition donnée par le champ de la psychologie sociale. Et donc, ce champ de la psychologie sociale nous propose, par exemple, une définition. C'est la représentation et le produit, le processus d'une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe d'individus reconstitue le réel auquel ils sont confrontés et lui attribue une signification spécifique. Alors, voilà donc une définition. Ce n'est pas la seule, ce n'est pas l'unique définition, pardon, et je peux la répéter encore une fois, la représentation est le produit et le processus d'une activité mentale par laquelle un individu reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique. Alors, il y a beaucoup de définitions, mais toutefois, dans les différentes définitions, il y a deux éléments fondamentaux qui sont le sujet, c'est-à-dire l'élève, et l'objet, c'est-à-dire l'objet mathématique qui m'intéresse dans mon cadre. Ainsi, la réflexion que
je vais proposer, c'est que les mathématiques conçues comme un réseau d'objets maintenus en liaison et aussi je vais évoquer la place dynamique qu'elle occupe en tant que science entre deux bornes, c'est-à-dire subjective et objective. Ceci m'a donné quelques éléments sur le mécanisme d'appréhension des objets mathématiques par l'élève mathématicien lors de son activité. Alors, cette réaction, je vais définir la représentation mentale comme une réaction de l'acteur face à la tâche mathématique et l'écho en retour de la tâche envers l'acteur, c'est-à-dire l'apprenant, où se manifeste une résultante que je vais définir comme représentation mentale. Donc, je vais répéter la définition que je vais adapter pour, pour la représentation mentale. C'est une réaction de l'apprenant face à la tâche mathématique et l'écho en retour de cette tâche envers l'apprenant, où se manifeste une résultante que je vais appeler représentation mentale. Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est que ces représentations mentales sont souvent source d'erreurs scolaires. Ils peuvent être entretenues, encore mieux reconstruites en d'autres nouvelles représentations perceptibles, donnant la possibilité d'agir avec une meilleure réflexivité chez l'apprenant. Donc, oui, je pense qu'on peut bien modifier avec un dispositif pertinent cette représentation mentale pour mieux réussir sa tâche. Tel est donc le dispositif didactique que je vais donner aux enseignants des mathématiques, c'est la situation problème étonnante dont je vais évoquer les caractéristiques dans la prochaine vidéo. Pour le moment, je vais me contenter de l'aspect théorique de la chose. Je vais définir d'abord qu'est-ce que c'est que l'étonnement, hein, du point de vue psychologique et également du point de vue philosophique. Et comme j'ai mentionné au début de la vidéo, je vais vous parler on va zoomer sur le caractère didactique de la situation proposée. Alors, pour parler un petit peu toujours dans le cadre pédagogique qui va me permettre d'installer mon dispositif sous forme de situation problème, je me pose la question, quel élève nous voulons surprendre en vue d'une situation d'apprentissage? Alors, la première des choses, c'est que le lycéen, certes, n'est pas un enfant de l'école primaire. Alors, cette phase transitoire entre l'enfance et l'âge adulte, qui est l'adolescence, est l'un des côtés que l'enseignant ne devrait pas en savoir juste les premières notions, mais plus des connaissances psychologiques solides sont souhaitables pour tout choix ou bien pour toute décision qui concerne ces actions pédagogiques. Alors, je vais signaler brièvement dans les deux plans auxiliaires éclairant l'adolescence, à savoir le développement cognitif et le développement social. Donc, à l'adolescence, le développement intellectuel rend la pensée formelle et ce détachement du concret produit un perfectionnement de raisonnement, d'où une réflexion et des analyses sur la combinaison possible lors de l'exercice d'une activité mathématique. L'adolescent peut aussi différencier sa pensée entre la réalité subjective, c'est-à-dire son propre monde, et la réalité extérieure, imposée par la réalité mathématique, c'est-à-dire la précision, la rigueur, la logique, le sens, le fondement. De plus, on peut trouver chez lui une augmentation de la capacité d'attention et de la mémorisation. Donc, je cite ces particularités de l'adolescence parce que je vais me baser sur l'étonnement et donc je vais travailler sur le plan cognitif. Donc, je devrais avoir un minimum je devrais savoir à qui je vais adresser mes messages. Et donc, je vais profiter de ces capacités pour interpeller son esprit par des conclusions logiques et inattendues issues des paradoxes mathématiques pour faire face à des fautes causées par la démobilisation soudaine de ses habitudes intellectuelles. Alors, en gros, je vais travailler l'étonnement mathématique, ou bien l'étonnement en gros, à partir des paradoxes en mathématiques.
Donc, je vais présenter des paradoxes en mathématiques qui vont faire étincelle ou bien qui vont déclencher l'étonnement. Donc, je vais revenir bien évidemment au souci pour plus de détails, mais pour le moment, le public cible ou bien l'apprenant cible est bien un adolescent et c'est les propriétés dont il dispose, vu qu'il est un adolescent, vont me permettre vraiment de travailler sur l'étonnement comme une clé pédagogique. Un autre facteur important qui attribue à l'acquisition des pratiques scolaires et la classe, donc ce lieu qui est le phénomène des interactions sociales, qui est fait pour l'apprenant bien évidemment l'adolescent, se met en situation de défi. Et donc, j'aimerais bien proposer mon dispositif dans une classe. Je ne vais pas travailler individuellement, mais dans un groupe pour profiter de ce point social. Et donc, de mettre l'apprenant en situation de défi, de succès et de popularité face à autrui. Ça, c'est très important. Et commençons par le travail en petits groupes afin d'ouvrir des dialogues pédagogiques, par exemple. Donc, et en plus, les apprenants préfèrent le travail en groupe car ils croient qu'en travaillant ainsi, on fait un minimum d'efforts. Ça aussi, c'est un point remarquable. Donc, de telles situations est aussi une occasion pour eux d'assurer leur différence. À ce titre, l'enseignant doit être prudent au choix du langage verbal, car l'adolescent est sensible à la façon dont on parle, et donc on recommande des phrases. Le groupe de l'autre classe a commis l'erreur abondante suivante, on va vous faire confiance pour trouver ces erreurs, vous êtes capable et on est sûr que vous allez trouver la faille de cette démonstration erronée. Donc, il faut bien choisir son langage quand on parle à des adolescents et non pas de lancer des phrases directes d'émulation à l'ensemble des adolescents. Alors, voilà donc cette deuxième remarque, c'est que j'aimerais bien comprendre l'apprenant cible. Donc, c'est un adolescent et donc j'ai parlé de deux points, l'adolescence et du point de vue psychologique et aussi j'ai essayé de travailler sur le conflit social que peut disposer ceci. Alors, maintenant, le public, en fait, l'apprenant cible, elle est là. Donc, je vais parler de l'étonnement et je vais l'évoquer dans deux moments. L'étonnement dans un cadre, disons, philosophique et ce que je vais appeler l'étonnement scolaire. Alors, étonner l'élève pour une finalité d'apprentissage durable, j'ai appelé ça durable parce que j'aimerais bien changer la représentation mentale de l'apprenant parce que vous savez que les représentations demeurent ou bien vivent avec l'apprenant tout au long de sa vie scolaire, et même sa vie tout entière. Et donc, étonner plutôt que surprendre, voilà une première définition. Pour différencier d'abord, je vais commencer par distinguer l'étonnement de la surprise. Alors, pour l'étonnement, c'est, d'après le dictionnaire Larousse, c'est la surprise causée par quelque chose de singulier, d'extraordinaire, d'inattendu, stupéfiant, et être frappé d'étonnement. C'est ça l'étonnement en première définition. Mais pour la surprise, d'après le site Wikipédia, c'est l'étonnement. En fait, l'étonnement est une émotion causée par un événement, une réalité qui conduit à poser des questions de fait de son caractère inhabituel, inattendu, étrange, difficile à expliquer. Dans ses formes les plus intenses, on parle en français de stupéfaction ou de sidération. Ainsi, l'étonnement se distingue de la surprise, et c'est ça la phrase la plus importante, dans la mesure où elle suppose une conscience humaine. La cause de l'étonnement est la conscience, alors que la surprise est le résultat d'un événement extérieur à la pensée.
Voilà donc dans un premier moment, je précise que je m'intéresse pas à la surprise, mais à l'étonnement. Et la différence, c'est que l'étonnement se distingue de la surprise, où il suppose une conscience humaine. Hein. La cause de l'étonnement est la conscience, alors que la surprise, c'est tout simplement le résultat d'un événement extérieur à la pensée. Donc, voilà donc en première définition. Je vais encore creuser un petit peu plus sur le thème, en fait, le, le concept de l'étonnement. Je vais très rapidement parler de l'étonnement du point de vue philosophique. Alors, le terme étonnement existe depuis l'Antiquité comme étant source de questionnement philosophique. Des termes synonymes sont utilisés par la plupart des philosophes, comme émerveillement chez Aristote, doute méthodique chez Descartes et curiosité chez Kant, inquiétude chez Heidegger, ou encore étonnement chez Schopenhauer. Donc, je vais vous citer même l'utilité de l'étonnement du point de vue philosophique. On peut souligner, d'après la thèse de Schopenhauer, qu'il n'y a pas de philosophe, qu'il n'y a pas de philosophie sans étonnement, et aussi qu'il n'y a pas de sujet qui ne s'étonne pas dans le même sens. Chez Aristote, il pense que la philosophie commence avec l'étonnement et que la reconnaissance de notre ignorance fait signe d'une entrée en scène de la pensée. Cette scène est un moment déterminant qui différencie les passifs qui sont dans l'ignorance et de ceux qui veulent surmonter leur ignorance en vue d'un savoir. Donc, il y a des citations et des conclusions qui contiennent quelques fondements qui permettent d'approcher cette notion, notre notion de l'étonnement scolaire. Pour un philosophe ou bien un penseur qui, pour moi, un élève mathématicien, sujet d'études et phénomènes qui peut être bien un concept mathématique pour moi, difficultés et problèmes qui renvoient à un obstacle d'apprentissage. Naturellement, dans une classe, l'élève mathématicien est porté à se questionner comme un petit philosophe dans son action d'appropriation d'un concept mathématique sous la pression naturelle d'une représentation mentale. Il peut y avoir une erreur qui pourrait être un obstacle d'apprentissage. À ce stade, sa volonté est soit passive et donc il laisse passer l'erreur, soit qu'il remet en question ses acquis, s'élabore autour de l'origine de l'erreur ou bien cherche des justifications. Et c'est pour ce deuxième choix que je plaide, car l'élève n'est pas tout seul dans la classe, il est bien entendu sous l'égide d'un enseignant sur lequel on compte pour pousser l'apprenant à prendre le bon chemin, à être un stimulateur, car ceci bien évidemment par l'élaboration d'une situation didactique excitant l'étonnement scolaire. Donc voilà donc l'idée, c'est que je vais considérer l'élève dans une classe comme un penseur, comme un philosophe, et, et à ce stade, je vais travailler sur sa volonté de ne pas rendre sa volonté passive, mais active, puisqu'il est sous l'égide d'un enseignant qui va mettre de façon à ce que l'apprenant prendre le bon chemin, être un stimulateur. Voilà, donc c'est ça l'objectif de cette petite introduction qui concerne à concevoir l'élève comme un petit philosophe. Et puis, je vais essayer maintenant de définir qu'est-ce que c'est que l'étonnement scolaire. Alors, je vais m'inspirer de l'étonnement selon Matteo, proposition proposée par Matteo, donc pour définir que l'étonnement scolaire comme un sentiment accompagnant l'activité intellectuelle et intersubjective de l'élève adolescent face à une erreur scolaire qui lui semble insolite. Un tel sentiment déclenche notre activité dans une voie de recherche cognitive, déréglant les modalités de représentation mentale. Alors, pratiquement dans le cadre de mon travail par situation de problème, l'enseignant est amené alors, lors de la conception d'un dispositif didactique, à piloter ses décisions pédagogiques
dans le but d'inciter l'étonnement dans le ressort didactique et de remédier à l'erreur scolaire, car comme le dit le Coran, en 1960, il n'y a pas d'esprit scientifique véritable sans besoin de comprendre. C'est l'étonnement devant le fait qui seul est capable de rompre la gangue d'égocentrisme et d'artificialisme. Donc, l'idée, c'est qu'un esprit scientifique a besoin toujours de comprendre. C'est un sentiment tout à fait naturel relatif à l'être humain, en particulier aux scientifiques. Donc, voilà donc un dispositif pédagogique qui va permettre d'actionner l'apprentissage. En effet, ce qui se passe à la lecture de telles situations est d'abord la compréhension avec une absence d'un raisonnement chez l'élève et puis une volonté naturelle de dépasser pour essayer de comprendre. Et donc, peut-on alors parler d'une pédagogie de l'étonnement, penser à l'intermède causé par l'étonnement chez un petit enfant mal à l'aise, de fait que ce dernier oublie vite sa souffrance après un fait divertissant, par exemple. Donc, voilà donc ce que je vous propose. C'est une situation problème étonnante. Je vais peut-être partager avec vous le plan général. On va travailler la vidéo prochaine. Donc, voilà. Je vais peut-être, voilà, c'est ça, vous parler de cet article. Alors, le nom de l'article est la résolution des équations, une situation problème étonnante. Donc, voilà. Donc, je vous rappelle qu'à l'exception des erreurs scolaires du type étourderie ou distraction dues à l'ennui, qui sont les erreurs collectives écrites produites par les élèves dues à des habitudes scolaires ou témoignent chez eux de fausses représentations, ces deux dernières sont souvent liées à la façon naïve de penser les objets mathématiques. Donc, pour installer l'objectif, pour installer mon dispositif nommé situation problème étonnante, c'est d'abord il y a une erreur. L'objectif, c'est le ressort didactique, c'est qu'il y a une erreur. Cette erreur est classée dans le cadre des habitudes scolaires et ces habitudes scolaires proviennent des pratiques langagières des enseignants qui prononcent toujours en général la phrase « après simplification, faite on trouve ». Après simplification, prête on trouve. Alors, puis j'ai passé à la définition d'une représentation mentale parce que au lieu que l'apprenant concevoir cette phrase comme étant, par exemple, chercher la tâche mathématique ou bien le, la preuve mathématique pour faire cette simplification, il conçoit ceci comme une représentation mentale. Et j'ai bien parlé de la représentation mentale qui est sans rôle parce que si l'élève a pris une conception erronée, il va garder ça le long de son parcours scolaire. Donc, ça va lui faire un obstacle d'apprentissage. Et puis, je me suis posé la question, est-ce qu'il est possible de changer cette représentation mentale? Oui, la réponse est oui, c'est par l'étonnement. Et j'ai essayé de définir l'étonnement, de passer de la définition d'un étonnement philosophique à un étonnement scolaire. Et j'ai considéré que l'apprenant qui est mon public cible, il est assimilé à un petit philosophe dans une classe, sauf que un philosophe se pose la question de façon naturelle, c'est un adulte, mais l'adolescent qui est l'apprenant, il est sous l'égide d'un enseignant, donc l'enseignant doit essayer de mettre en œuvre un dispositif qui va essayer de guider à mettre l'apprenant dans une situation de prendre, d'agir en action. Et je vais encore profiter de les spécificités ou bien les propriétés de l'adolescence.
Donc, savoir qu'à l'adolescence, il y a un développement de l'abstraction chez l'apprenant. Ce n'est pas le cas pour un enfant de l'école primaire. Et puis, on va également profiter de conflits socio-cognitifs et d'essayer de travailler en petits groupes parce que ça va réguler la participation, bien l'intégration de l'apprenant face à autrui. Donc, tels sont donc les grands fondements théoriques et pédagogiques que j'ai installés pour cette situation que j'ai nommée situation problème étonnante. La prochaine vidéo, je vais vous parler on va attaquer un peu plus, on va parler on va énoncer cette situation problème étonnante et on va chercher là où il y a l'étonnement. L'étonnement dans notre cadre mathématique va être concrétisé par l'installation des paradoxes en mathématiques. Voilà, donc d'ici la séance prochaine, prenez soin de vous, excellente journée et à tous.